Bonjour à tous et bienvenue dans 1%, le média qui a pour vocation de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Aujourd'hui, on est à Montreuil, dans la brasserie de Croix de Chavaux, merci beaucoup. On est à la brasserie Croix de Chavaux, on les remercie infiniment pour leur accueil. On est aujourd'hui avec Justine Pesin. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va? Ouais. Pas trop nerveuse? Un petit peu aussi, quand même. D'accord. Donc tu es actrice? Oui. Actrice de cinéma? Oui. C'est cool ça, qu'est-ce que tu fais comme cinéma? Principalement des tournages d'époque, de films d'époque. Parce que visiblement mon physique s'y prête, donc voilà. Et aussi à la télévision. Donc dans les séries ou téléfilms. Enfin voilà. D'accord, Ouais. d'accord. Est-ce que tu peux... Hop. J'arrive. D'accord. Petit, déjà, nous voilà un petit peu ton parcours. Pour commencer, on va parler avec le parcours, on va aller sur le scolaire et puis après sur ton parcours de manière générale. Là, on sait ce que tu fais, donc comme ça, on peut voir un peu l'historique derrière ça. Ok. Alors moi, voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très très timide et tout, à l'école, à la maison, enfin voilà. Et j'avais pas beaucoup d'amis et du coup ce que je voulais c'est à défaut d'avoir des amis de mon âge, être bien vue par les professeurs et du coup j'étais très très travailleuse, mais j'avais beaucoup de difficultés. Enfin j'étais une bonne élève mais je passais mes week-ends en fait dans ma chambre à apprendre mes leçons pour justement pas qu'on me juge en me disant, voilà. Pas que tes profs te jugent. Exactement, parce que je voulais au moins être appréciée de certaines personnes, vu que j'avais pas énormément d'amis. Je voulais au moins que les adultes puissent m'apprécier en tant que personne. Donc en fait, ce qui t'a motivé à travailler davantage dans ton parcours scolaire, Ouais. c'est le fait de vouloir être apprécié par tes profs. C'est ça, pour ouais. avoir quelqu'un qui t'apprécie. Voilà, exactement. Parce que c'était difficile, les relations sociales avec les autres enfants de mon âge. Et donc, du coup, voilà, j'étais pas la fille populaire ou rien du tout. J'étais vraiment à l'antipode de ça. Et voilà, donc j'avais besoin d'avoir quelque chose d'ancré. Et enfin, voilà. D'accord, très bien, très bien. Tu es passé sous les radars du diagnostic jusqu'à ta carrière dans l'acting. Ça, c'est un point qui est assez intéressant à aborder, je pense. Déjà, tu as commencé à quel âge l'acting? Alors, j'ai toujours voulu être comédienne depuis que je suis toute petite, depuis la première pièce de théâtre que j'ai vue à 4-5 ans, je crois, avec l'école. Et ça a été une évidence, en fait. Et du coup, j'ai fait des études de théâtre. J'ai vraiment commencé le théâtre à 15-16 ans. Parce qu'avant, justement, comme je suis quelqu'un de très timide, de très secret, les professeurs ne voulaient pas me mettre dans les ateliers théâtre. Parce qu'ils se disaient, mais comme on l'entend pas en classe, elle n'arrivera pas à aligner 2 mots. Elle n'arrivera pas à donner de l'émotion ou autre. Donc, pendant longtemps, j'avais cette envie, mais j'ai pas pu la faire avant mes 15-16 ans. Et ensuite, j'ai fait des études à l'université, en art du spectacle, et ensuite à Paris. Quand tu avais cette envie qui ne te laissait pas justement cette opportunité-là, c'était comment la sensation? T'étais frustrée ou bien Ouais. Mais vraiment, ouais. J'avais qu'une envie, c'était de faire voir en fait qui j'étais vraiment, parce qu'effectivement, devant les gens, on est... Enfin, je sais pas, il y a comme un masque en fait qui tombe. Et le fait de pouvoir s'exprimer en étant un autre personnage, c'est de pouvoir se dire en fait qu'on peut être quelqu'un d'autre et d'exprimer des choses que de base on n'exprime pas dans la vie de tous les jours. Et ça me donnait cette possibilité-là. Et les professeurs, en fait, ne voyaient pas ça en moi. Et j'étais frustrée parce que je me suis dit, mais j'ai envie de ça. J'ai envie, c'était plus qu'une envie, c'était un besoin, en fait. D'accord, et puis Ouais. tu leur communiquais ça aussi? Oui, Et mais puis eux, ils voulaient pas? non, parce que voilà, j'étais la fille qui était au bout de la classe. Enfin, j'étais pas au fond, hein, mais sur un petit coin et tout, et qui parlait pas. Et voilà, et du coup, qui avait pas beaucoup de relations sociales en dehors. Donc forcément, voilà, il se disait que c'était pas possible. Pour être actrice, t'as fait des études pour genre Oui, j'ai cours Florent, je sais pas fait... quoi. alors, j'ai pas fait les cours Florent, j'ai fait une licence d'art du spectacle à Amiens.
Et puis après, je suis partie sur Paris, où j'ai fait l'école Artefact. Et après, j'ai dû arrêter. J'ai rencontré mon mari et j'ai eu ma fille. Donc voilà. Et j'ai fait un peu ce que tout le monde me disait. Trouve-toi un vrai métier. Et voilà. Donc j'ai mis ça de côté. Mais j'ai pas été heureuse pendant ces années-là où j'ai mis ça de côté, en fait. D'accord. Donc l'acting, du coup, tu as commencé de moi à quel âge tu m'as dit? Donc à 15-16 ans, ça a commencé avec du coup le lycée, ce que j'avais au lycée, on m'a donné l'opportunité, il y avait des ateliers théâtre où j'avais une option théâtre au bac. Et ça a été vraiment le tremplin, enfin, où je me suis dit, c'est exactement ça, et j'ai pu faire voir ce que je pouvais faire. Et d'ailleurs, certains professeurs étaient assez étonnés en disant, oh, on t'entend pas en classe, et là, t'es comme ça, c'est drôle. Ça peut souvent être comme ça aussi, avec les artistes, même les chanteurs, par exemple, beaucoup très timides, et puis après, d'un coup, ils chantent, et tu te dis, oh, ok. Exactement. Je ne pensais pas que cette personne-là... et du coup, ça m'a libérée, et après, donc, j'ai commencé vraiment, si je compte pas le lycée, à 18 ans, quand je suis partie à la fac. D'accord. Et puis là-dedans, donc, tu commences l'acting, t'as un déclic qui se passe où tu te dis autisme. Peux-tu nous recontextualiser ça et puis nous expliquer quel était le trigger en fait qui t'a Alors ça a été un cheminement assez long parce que effectivement tout au long de ma vie on m'a dit t'es timide, t'es réservée, donc moi c'était ancré en moi en fait que la façon dont j'interagissais avec les gens c'était comme ça en fait, c'était normal. Et j'ai eu mes filles, donc ma première à 21 ans, ma seconde à 27. Je faisais autre chose que de l'acting parce qu'on m'avait dit, voilà, il faut que tu fasses autre chose que comédienne parce que ça ne nourrit pas une famille. C'est plus facile comme voilà, métier exactement. pour avoir du job, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai fait plein de trucs différents et à un moment donné, je me suis dit stop parce que c'est pas ce qui me plaît. Moi, je veux vraiment être comédienne. Donc quand je suis retournée, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que j'avais un décalage avec les gens de ce métier par rapport à comment je voyais les choses ou par rapport à comment eux me voyaient, comment j'arrivais pas à m'intégrer. Il y avait des choses, en fait, c'est très social, en fait, ce travail. Il faut aller à des avant-premières, il faut aller à des festivals et ça, c'est pas du tout mon truc. Alors, il y en a où ils sont très discrets et tout, c'est pas leur truc non plus. Mais là, il y avait une sorte de « qu'est-ce que je fais là ?» Je vois pas l'intérêt, en fait, de ça. Et ça a été... je me suis retrouvée, en fait, mes filles ont eu leur diagnostic bien avant moi. C'est-à-dire que pour ma première, ça a mis 8 ans quand même à faire le diagnostic. Et la seconde, comme elle avait des... Voilà, que ça ressemblait, en fait, des similitudes avec sa sœur, on l'a fait assez rapidement. Et moi, du coup, je l'ai eu le diagnostic après. Après mes filles. Donc... En fait, tu vois des similitudes avec tes filles oui. Et tu te dis, ok, peut-être qu'en fait, exactement. moi aussi, je suis autiste. Ouais. Est-ce que ça a vraiment un rapport direct avec le fait d'avoir commencé l'acting ou bien pas forcément? Je pense, oui. Parce que je pense que si j'avais pas fait ce métier-là, il y aurait eu moins de trucs sociables, en fait. J'aurais eu moins de problèmes. Enfin, je veux dire, là, c'est tellement dans le social où on est tellement à vouloir, il faut à tout prix pouvoir se faire un réseau, parler à un tel, que du coup... c'est très compliqué. Oui, je vois parfaitement. Donc en fait, là, avec l'acting, ça fait émerger les problèmes, les questionnements. Ouais. Et après, tu fais diagnostiquer ta fille. Oui. Et puis là, tu te dis, ok, vis-à-vis des problèmes que j'ai, il y a certainement des chances que moi aussi, je peux être autiste. C'est ça. Ça te fait démarcher tes démarches, des diagnostics. C'est ça. Moi, personnellement, je viens du monde du marketing, la musique. Je viens du monde du marketing, donc je viens à peine d'y entrer. Mais j'ai fait un bachelor en musique et c'est un milieu, même si ça reste très différent, c'est un milieu qui est assez similaire, d'une certaine manière. C'est extrêmement social, comme tu as dit. C'est qui tu connais. Ouais. C'est tellement difficile. Ouais. C'est vraiment difficile. Toi, tu arrives à vivre de l'acting. Oui. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, si on parle en pourcentage... Alors, j'ai aucune idée du pourcentage. Mais dans le sens où il y a par rapport aux gens qui essayent d'être acteurs à plein temps, et bien qui essaient de vivre de ça, oui. Il y a un pourcentage très faible qui arrive à en vivre. Donc ça veut dire que tu es déjà à un niveau qui est assez intéressant. Mais c'est parce qu'en fait, quand j'ai une idée en tête, comme disait ma mère, je l'ai pas ailleurs. Et donc je fonce.
Et j'essaye à tout prix, en fait, d'atteindre l'objectif que je me suis mis. Donc, je sais que comme j'ai laissé ça pendant très, très longtemps derrière moi, en fait, pour élever mes filles, pour être dans les normes qu'on m'avait dit, voilà, l'acting, tu le laisses tomber parce que c'est pas un vrai métier, que maintenant que j'y suis retournée, je me dis, je peux pas laisser. Je peux pas laisser tomber, je peux pas faire les choses à moitié. Ouais. Donc, j'essaye de me donner les moyens le plus possible, en fait, pour atteindre cet objectif-là. Et D'accord. voilà. Et c'est là, ton objectif, du coup, c'est quoi concrètement? Est-ce que c'est le fait de vouloir vivre de ça? Est-ce que tu as un objectif spécifique dans le cadre de Non, cette c'est carrière? vraiment de pouvoir en vivre vivre de ça. Et effectivement, l'objectif principal, c'est de plus pouvoir galérer, en fait, à trouver des projets, en fait, où on est là. Parce que l'acting, c'est une toute petite partie du métier. Ouais, Tout ce qu'on fait derrière, les recherches et tout. c'est comme ça pour tout. Hein. Bah voilà, c'est ça. Et puis, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, on est sur le plateau à un certain moment de l'année, mais il y a forcément des moments où on tourne pas. Et là, en fait, on continue, en fait, à apprendre Ouais, si t'es pas en train d'enregistrer un film, tu es en train d'apprendre Exactement. des nouvelles techniques, Voilà, ou bien c'est ça. de connaître de nouvelles personnes. C'est comme un musicien, en fait. Il est tout le temps obligé d'accorder, voilà, de s'entraîner et tout. Et ben, nous, c'est la même chose. Complètement. Voilà. Complètement. Comment tu fais pour rencontrer ces gens, du coup Alors, j'ai la chance que maintenant, sur Paris et un peu dans les Hauts-de-France, mais moins, on a des masterclass ou des ateliers et on peut rencontrer du coup les directeurs de casting, les réalisateurs, et donc de surcroît se faire un réseau. Et non seulement, il ne faut pas oublier, le réseau de comédiens est très très important parce que c'est de l'entraide en fait. C'est pas un combat en fait entre oui, je suis meilleur que toi ou machin. Non, en fait, vraiment, c'est de l'entraide. Et en faisant ces masterclass, j'ai rencontré des comédiens extraordinaires avec qui on a pu créer un collectif. Et il y a beaucoup, beaucoup d'entraide, de générosité. Et eux savent très bien que je suis autiste. Et il n'y a aucun jugement. C'est vraiment, ouais, ok, tu l'es, mais c'est pas grave, tu restes Justine et voilà. Dans le cadre de ton métier, c'est pas forcément un penalty alors d'être autiste, ou bien ça peut être un penalty? Bah, c'est en fait, ça double tranchant. Ça dépend les interlocuteurs. Parce que, comme je disais, les acteurs, ils en ont rien à fiche. Honnêtement, ils s'en fichent. Parce que beaucoup ont de la sensibilité particulière. Et par contre, ceux qui sont un peu plus... Si j'ai eu des cas comme ça, certains directeurs de casting ou certains réalisateurs, quand je leur parle et qu'ils me... Voilà, au fur et à mesure de la conversation... Il me pose des questions et en vient les troubles, donc soit 10 parce que je suis dyslexique, dysorthographique, enfin voilà, dyspraxique, et les troubles, donc le TSA. Et là, ils me regardent, ils me font « Ah, mais alors comment tu vas faire pour parler avec l'équipe de tournage ? Je suis en train de vous faire quoi là ?» Donc, voilà, c'est... Je pense qu'il faut jauger, en fait. Alors là, elle était basée sur une perception de la personne vis-à-vis du syndrome. Ouais. Est-ce que tu as des situations où, genre, concrètement, la manière de communiquer avec le directeur, par exemple, ça peut le directeur de prod, ou bien le réal, je sais pas quoi, où je te dis, ok, j'ai souhaité être direct, ou je sais pas quoi, genre, est-ce que tu as peut-être des moments où l'autisme intervient, d'après toi, dans un moment clé, en fait, dans ton métier? Ouais, parfois, effectivement, il y a des situations où je vais voir les choses comme elles sont. Enfin, je vais pas interpréter. Et du coup, je vais répondre soit à côté, soit c'était pas la question qu'on m'avait posée. Ou... Ok, ouais, d'accord. Et donc, ça peut être un peu brutal, un peu franc. Et dans ces cas-là, je m'en rends compte après et je leur dis « Ah, désolé, par contre, ouais, je t'ai pas dit, mais voilà, j'ai un TSA. » Et là, tout de suite... Il change de ton. Sûr, ah, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. Et tout. Parce qu'effectivement, il y a ce truc où on a l'air bizarre. On semble bizarre quand on leur parle ou autre. Ou même là, j'ai du mal à capter le regard. Ils vont nous regarder, ils vont essayer de nous comprendre, mais je vois très bien qu'il y a un truc qui va pas, qui matche pas. Et c'est quand je leur dis, quand vraiment je me sens mal à l'aise, je leur dis, par contre, voilà, c'est parce que voilà, j'ai des troubles 10 où j'ai un TSA et tout. Et ah, ok. Et là, en fait, ils changent de ton et ça aide.
Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Qu'est-ce que... Quels traits autistiques sont marqués chez toi? Ou bien plutôt, quels sont tes traits autistiques? Alors, le fait de pas réussir à bien capter le regard, bon ça c'est le regard fuyant, ça c'est Regarde beaucoup, voilà. dans les yeux. Ouais, ça c'est très compliqué. Voilà. Quand j'essaye, mais je focus et du coup ça fait très bizarre. Le fait que j'ai des peurs qui sont peut-être irrationnelles. J'ai une peur de me perdre, la peur de l'inconnu. Alors de faire ce métier-là, c'est complètement un non-sens en fait quand on est justement autiste, parce que sur chaque tournage c'est différent. Et j'ai une de ces peurs à chaque fois. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là et tout. Et il y a des angoisses qui arrivent. Et des fois, il m'est arrivé une fois après non, même juste avant le tournage, en fait, de prendre le métro. Et je me suis perdue dans le métro. J'ai rien compris. Enfin, je trouvais pas la sortie. J'ai fait une crise de panique. Mais plus qu'une crise de simple panique, en fait. Quand les gens, je leur explique ça, ils comprennent pas. Et du coup, je leur dis, c'est comme si vous étiez français dans un pays qui n'est pas le vôtre, où personne ne parle votre langue. C'est exactement ça. C'est pas juste une crise d'angoisse, c'est vraiment, on a l'impression d'être perdu et de ne pas pouvoir retrouver, en fait, de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Moi, j'ai cette peur-là de ne jamais pouvoir rentrer chez moi, de ne pas retrouver mon point d'ancrage quand je suis dans quelque chose d'inconnu. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'aime beaucoup, en fait, voyager. J'aime beaucoup faire des trucs spontanément. Mais il me faut quand même ce petit point d'ancrage qui me permet d'être sécurisée. Si j'ai pas ça, je pars vraiment en crise. Et la fois où c'est arrivé dans le métro, j'ai rencontré une personne extraordinaire. En fait, elle l'a vue au loin, elle était très très loin. Elle vient vers moi, elle fait « Vous inquiétez pas, qu'est-ce que vous cherchez? Je vais vous aider. » J'ai rien eu à dire en fait. Elle l'a vu, ça s'est vu direct que j'allais pas bien. Et elle m'a aidée. Et sans jugement, sans rien du tout. Et ça, c'était... C'est quoi ton point d'ancrage? Mon point d'ancrage, c'est ma famille, en fait. Ça me sécurise. Ouais. J'ai besoin de savoir que mon mari, que mes enfants sont là. Et surtout mon mari, qui m'aide beaucoup en plus dans ce travail. J'ai de la chance qu'il soit derrière moi et qu'il me soutienne là-dedans. Et il est là. Et ouais, franchement, j'ai... Parce que quand je vais pas bien, quand justement il y a ces choses-là qui arrivent, je l'appelle et il va m'apaiser. Il va même pas essayer de me dire calme-toi, machin, parce que c'est très bien qu'à ce moment-là, c'est pas la peine, ça sert à rien de dire calme-toi. Voilà. Tu vas pas ça sert à rien. dire ça va aller quand il y a le feu. Exactement, voilà. Et feu, voilà, et je suis tellement dans un truc, mais c'est insensé. Et quand c'est passé, je me dis, je suis vraiment désolée en fait d'avoir réagi comme ça. Je sais que c'est complètement insensé. Et il me fait, mais c'est pas grave. Il fait, je sais comment tu réagis. Et en fait, il est là juste pour m'écouter. Et ça m'aide. Et en fait, ça m'apaise. Quand tu as une situation comme le métro, par exemple, qu'est-ce qui a provoqué cette crise? Le fait de me perdre. Le fait de te perdre. De pas savoir où était la sortie. En fait, j'avais une sortie à prendre. Je la trouvais pas. Il y avait toutes les autres sorties, sauf celle que je voulais. Et je me suis dit, mais si je prends une autre sortie, ça se trouve, je serai trop loin du truc et puis je vais jamais y retrouver. Ouais, je me suis fait tout un truc, voilà. Quand ça t'arrive, ce genre de situation-là, donc c'est un peu le côté imprévu, en fait. Et ouais, puis, c'est ça. Pas de solution. Exactement. Est-ce que... Ben voilà, là, tu appelles ton mari, t'es rassuré, ok, ça va mieux, t'as fini la crise et puis tu t'es un peu calmé, en fait. Le lendemain, ou je sais pas quoi, est-ce que tu te reposes sur la situation de nouveau, tu réfléchis de la situation, et tu te dis, ok, et mettons, ça arrive de nouveau. Comment est-ce que je fais pour gérer ça? Est-ce que tu te poses ce genre de questions-là pour savoir comment tu... parce que plus tu as de situations qui vont t'arriver, plus tu as en fait un large éventail, base de connaissances sur comment gérer quel type de situation. Ouais. Alors comment est-ce que tu gères ça, en fait? J'essaie de me dire... mets-toi dans un coin, prends 5 minutes, parce qu'en fait pour moi il faut que je fasse ça tout de suite, il faut que je sorte de cette situation tout de suite, parce que sinon je m'en sortirai jamais. Et donc quand je fais un feedback, je me dis la prochaine fois si ça t'arrive, mets-toi sur le côté, tu t'en fiches du regard des autres, si tu paniques ou machin et tout, il y en a forcément, ils vont venir te voir, savoir si ça va ou pas.
prends 5 minutes, souffle. Vraiment, mets-toi dans ta bulle, souffle et arrête de te dire que tu sortiras pas de ce truc parce que forcément, à un moment donné, tu vas sortir de là, la crise, elle va passer. Mais c'est assez irrationnel. En fait, sur le moment, même si après, on essaye de mettre des trucs en place, ça devient très irrationnel. Sur le moment, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, même si on a essayé de mettre des petits tips, en fait. On va essayer de mettre des petits tips pour éviter que ça arrive. Pour éviter que ça arrive, mais ça veut dire que t'as pas le contrôle sur le fait quand ça arrive. Ouais, c'est ça. En fait, pour éviter que ça arrive, je vais faire un plan de comment ça doit se passer. Si je dois prendre le métro, je vais me dire, alors voilà, il faut que je prenne à telle heure, que je prenne ça, je vais aller sur cette ligne, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà, très détaillé. Mais effectivement, s'il y a un truc qui se passe à ce moment-là, qui fait que je sors de ma ligne que j'ai prévue, c'est compliqué. Et voilà, ça m'est encore arrivé là cette semaine quand j'étais en Écosse. Je faisais des cours et je sais pas, il y a un moment en fait comme j'y suis allée toute seule, il y a un moment où je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là et tout, et j'ai fait une crise, mais j'ai même pas su en fait pourquoi elle est venue comme ça. T'es arrivé à gérer ces crises ou parce que j'ai dû sortir. Tu sors, je suis sortie en fait 10-15 minutes, le temps de prendre l'air, le temps de me rationaliser, okay. Donc t'as quand même cette réflexion de te dire ok, je vais sortir, faire quand même un peu ma crise. Je sais que la crise elle vient, que c'est un peu overwhelming, donc du coup tu sors, hop, là, tu te calmes et après tu reviens. Et puis comme ça t'évite de passer par le summum de ta crise en fait, où après t'as une méga chute. Exactement. D'accord. Donc je suis encore à fleur de peau forcément parce que ça dure un certain temps. C'est pendant 10-15 minutes que ça va se finir, ça va s'arrêter, mais ça me permet de pas aller au bout parce que quand je suis au bout, c'est irrationnel et là, je ne vois plus rien, je n'entends plus ce qui m'entoure et voilà. T'as d'autres exemples de traits autistiques comme ça à partager ? Après, moi, c'est vraiment c'est spécifique là comme ça et peut-être les interactions sociales. Après, effectivement, mais ça, c'est chez chacun. Je vais poser une question plus claire. Ouais. Je te la pose parce que moi j'ai eu pas mal ces problèmes-là et je me demande comment c'est de ton côté. Quand tu vas dans un atelier, d'accord, tu vas parler avec un producteur, toi tu veux être le mec de John du job, quoi. Ça, c'est la personne, ce qu'elle est, etc. T'es tout en chou, tout ce que tu veux, c'est qu'elle te donne un job. Pourquoi est-ce que tu as besoin de vivre en fait c'est quoi l'angle que tu utilises pour commencer la conversation parce que c'est un monde dans lequel ça part de l'amitié. C'est une amitié ultra faux cul que de venir en mode vas-y, donne-moi des thunes, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Surtout pas ce qu'il faut faire en plus. Donc, exactement, mais c'est tout ce que tu veux. Oui, au final, bien sûr. Ça veut dire que tu dois avoir une interaction avec la personne en mode je suis ami avec toi. Alors, au final, c'est une espèce de zone grise où t'es là, je sais pas quoi faire. Exactement. En fait, j'essaye de venir avec justement ce point d'ancrage avec une personne de confiance qui peut connaître, qui peut commencer, qui est très extraverti, qui peut justement lancer la conversation. Et moi, je peux pas en fait aller toute seule vers quelqu'un, c'est impossible. D'accord, en fait, t'as toujours une personne d'ancrage qui te permet d'accéder à la personne. J'ai besoin de ça, Et ça permet d'être à la deuxième ligne, quitte à ce que c'est la personne qui te vende, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Il est trop cool. Mais c'est ça. Moi, je sais pas du tout comment faire. La meilleure actrice de Paris. Mais je sais pas du tout comment faire, en fait. Je suis nulle là-dessus, mais vraiment... Donc, je vais toujours, quand je dois aller quelque part en festival ou en avant-première, j'y vais jamais seule. Parce que je vais y aller, en me disant, j'y suis allée. J'aurais vu le film. Mais en fait, concrètement, j'aurais pu y aller au cinéma quand il sort chez moi, parce que je n'aurais pas posé des questions, je serais pas allée vers la personne, donc voilà. Si tu observes la manière dont tes amis ont d'interagir avec le chroniqueur, avec la personne clé, on va dire, toi, t'es à côté, en train d'écouter. Est-ce que tu arrives à capter comment ces personnes l'ont fait pour pouvoir après imiter ce qu'elle a fait pour te débrouiller seule, en fait? Sur le coup, je pense avoir capté, et quand j'essaye de le refaire, je suis non, j'ai pas capté, en fait. J'ai pas compris. Donc, ça veut dire que tu dépends toujours d'une personne pour aller... Ouais. Et c'est à chaque fois la même personne, mais c'est des personnes différentes? Non, ça peut être des personnes différentes. En fait, comme là, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a un collectif de comédiens, donc on est entre 10-12 comédiens, et donc du coup, j'arrive toujours à voir quelqu'un, et après, je me détache de cette personne dans la soirée. Parce que c'est le départ, le démarrage qui est difficile.
Et une fois que la soirée est lancée, voilà. Après, je fatigue très vite, hein, donc je reste pas longtemps dans les soirées parce que ça me prend tellement d'énergie. Il y a trop d'informations qui arrivent d'un coup. C'est pas la chose que je préfère de mon métier, en fait. Dans le monde du cinéma, bon, c'est de nouveau des soirées, hein. Des soirées disent souvent, j'imagine, alcool aussi. Qui dit alcool dit désaltéré, qui dit désaltéré dit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je parle pas forcément des trucs mal ou quoi, mais c'est souvent là où tu as les idées de génie qui arrivent, tu vois. Je mets des grands guillemets là-dessus. Mais typiquement, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui arrivent à choper un rôle parce qu'ils restent très tard le soir, à part avec le producteur qui est complètement bourré. Et puis qui monte son portfolio, et puis le mec, le lendemain matin, il est à chasse, et puis il regarde vite fait sur son téléphone, il voit l'Instagram du mec parce qu'il vient de le mettre avant. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être, mais la plupart du temps, quand ils sont bien en fin de soirée, ils se souviennent plus le lendemain. Donc... Mais moi, je bois pas, donc je suis dans mon coin, en fait, je regarde les autres, je suis là comme ça, j'observe. Alors j'aime beaucoup observer, donc on va croire que je m'ennuie. Je fais, non, mais moi, je passe ma meilleure soirée, en fait, je suis très bien dans mon coin à regarder ce qui... Exactement. Je suis très bien, j'observe qui parle à qui, j'écoute les conversations, j'adore écouter, de comprendre ce qui se passe et tout. Et on me dit, mais ça va Justine, t'es sûre? Ouais, moi franchement, je suis très bien. Donc voilà, mais non, c'est de rester jusqu'à la fin. Enfin, moi je reste jamais jusqu'à la fin, mais voilà, j'ai eu des échos et ça ne sert pas à grand chose. Ouais, c'était un peu ma question, c'est est-ce que le fait de ne pas forcément rester très tard avait pas aussi une influence sur non, vaut mieux avoir tissé un lien avec une personne dans la soirée que d'en faire 5-6 qui sont complètement bourrés et qu'à la fin, de toute façon, ils se souviendront plus de toi, et de passer une partie de la soirée avec cette personne-là avec qui ça matche bien, que d'essayer de trouver le producteur qui machin. On peut... Enfin, c'est pas de trouver vraiment le producteur, le machin, ou voilà. C'est de vraiment être, comment dire, humainement, en fait, compatible, en fait, avec... Et puis, cette personne-là, rien ne dit que, elle connaît pas un tel, et qu'elle va parler de toi. En fait, c'est pour ça que le réseau même entre comédiens est important, parce que quand un comédien ou une comédienne connaît un réalisateur ou une directrice de casting, directeur de casting plus particulièrement, et que cette personne-là sait que voilà, il y a un type de rôle qui est recherché, et je connais une telle ou un tel, et je vais la présenter. Voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est très important aussi. En fait, ça rejoint ce que tu m'as dit en pré-prod aussi, que c'est tu vises plutôt sur la qualité que la quantité. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. La quantité, de toute façon, j'arriverai pas à gérer. Pas à gérer, c'est pas possible. C'est trouver la bonne personne et puis essayer d'évaluer avec elle. C'est ça. En espérant que ce soit effectivement la bonne personne. Ouais. Et après, c'est plus tu fais, plus tu as de chances de trouver la bonne personne. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est déjà important d'avoir des potes qui disent ça. Ouais, bien sûr. Tu cachais régulièrement ton autisme dans le contexte professionnel. Oui. J'ai bien mis cache ou cachet. Déjà, c'est ma première question. J'essaye encore de temps en temps, mais je crois qu'en fait, j'arrive pas à le cacher parce que les gens me trouvent bizarre. Et c'est à ce moment-là que je suis obligée de leur dire, mais c'est parce que j'ai un TSA. C'est le moment de mettre le masque, que les gens ils voient que... Ouais, c'est ça, en fait. Toi, t'es chelou, toi. Exactement. C'est en essayant de calquer, d'être comme eux, qu'ils disent, elle fait des trucs bizarres quand même. Et dans ce métier, ce qui est un peu embêtant, c'est que il faut se détacher, il faut se démarquer. Mais en même temps, si tu n'es pas assez... si tu es trop... comment dire ? Je suis autiste, mais mon autisme fait que je ne suis pas assez autiste pour être démarqué, être repéré en tant que personnage assez particulier dans ce métier. Mais je le suis trop pour être normal dans ce métier. Encore, Ouais. Et donc, je suis trop bizarre pour être dans le truc normal, entre guillemets, et je suis pas assez bizarre pour être catégorisé, Parce que ça marche beaucoup dans le cliché, en fait. Dans ce métier, c'est dommage. D'où 1%. Exactement. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Ouais. Auto-promo.
Donc, tu as un exemple concret de comment tu arrives à cacher ton autisme quand tu parles avec quelqu'un, quand tu dans une quelconque situation dans ton métier? Comment déjà, j'essaye de focaliser. J'essaie vraiment de me concentrer sur ce que la personne elle dit, de pas trop. Et j'essaie de croiser son regard, de pas le fuir trop souvent, parce que ça c'est très compliqué pour moi de pas fuir le regard. Mais comment je peux ne pas le cacher? Enfin, j'ai essayé au fur et à mesure que le temps passe de trouver des petits trucs, mais j'ai pas vraiment. Et en fait, plus le temps passe, et plus je me dis ça sert à rien que je le cache, parce qu'au final, je vais pas réussir. Je vais passer pour quelqu'un de assez bizarre, et autant en fait l'accepter et pas le cacher. Voilà, je suis comme ça, c'est m'en fiche en fait. Donc prenez-moi comme je suis, et puis si ça vous plaît pas, me prenez pas, puis c'est tout. Donc voilà. Ouais, clairement. Ouais, c'est plus parfait qu'en valable. Bien sûr. Dans la vie privée, est-ce que tes proches sont au courant aussi que tu es autiste? Oui. Tous? Oui, tous, oui. Okay. Parce que ma sœur, elle l'est aussi. Et donc, elle l'a su avant moi, d'ailleurs. Mon mari l'a su en même temps, en fait, que quand on a diagnostiqué les enfants. Donc, c'est parfaitement passé dans la famille. Oui, franchement. Et même mes beaux-parents. Et en fait, c'est l'autisme, il est notre comment dire... Je cherche mes mots, parce que c'est un peu... Prends ton temps. La sorte d'autisme que j'ai, j'ai pas le mot, mais le type d'autisme, je sais pas si c'est pour être... Voilà. Désolé aussi, j'ai pas les termes médicaux. Voilà. Termes médicaux, pardon. Mais oui, le type, la forme d'autisme. Voilà, c'est ça. La forme d'autisme que j'ai est légère, et du coup, même mes beaux-parents ne captent pas forcément que... Donc quand je leur parle en disant, par contre, c'est parce que, voilà, Non, c'était comme ça fait 14 ans qu'ils me connaissent, donc forcément... ça change pas grand-chose, ça change pas, en fait. Ça change pas, ils m'ont toujours connu comme ça, donc voilà. Qu'ils le savent maintenant ou pas. Est-ce que, donc, lors de ce que tu as appris par rapport au diagnostic, donc là, tu as un mari, et tu as deux enfants, ouais. C'est ça? Ouais. Dont une qui est autiste. Les deux sont les deux sont autistes, ouais. D'accord. Est-ce que ta dynamique familiale a changé à la réception du diagnostic? Ça m'a soulagée. En fait, parce qu'il y avait une sorte de poids, de pression, de se dire, mais c'est bizarre, on n'interagit pas comme les autres, on n'est pas... Et en fait, il y a ce mystère qui plane au-dessus de nous, avec... Quand on n'a pas ce diagnostic-là, et qu'on essaye de parler à des professionnels, même de santé, hein, mais qui ne sont pas du tout... qui connaissent pas l'autisme, ils vont trouver ça bizarre. Et à partir du moment où on a ce diagnostic-là, j'ai l'impression qu'on ressent comme une légitimité, en fait, à se dire, voilà, je suis comme ça et c'est pour ça. Et c'est mon trait de caractère, et maintenant, je sais pourquoi je suis pas comme vous, et je l'intègre mieux, et en fait, je le vis mieux. Et au niveau de la famille, alors, mon mari a eu du mal, en fait, à intégrer, pas pour moi, mais pour mes filles. Je sais pas, peut-être que c'est le fait de faire le deuil de l'enfant parfait, comme on dit. Et parce qu'encore, à ce moment-là, quand on a su qu'elles étaient autistes, nous-mêmes, on avait le cliché de autisme, handicapé, machin, c'est très compliqué, machin. Ben voilà, l'enfant aura pas une vie facile. Enfin voilà. On a tous entendu ceci. Exactement, voilà. Et du coup, il y a ce truc-là où vraiment il y a dû y avoir le deuil. Mais moi, en fait, ça m'a soulagée. D'accord, ça veut dire que vous avez deux vécus différents. Oui, c'est ça. Ouais. On a vécu deux choses différentes. Mais on s'est déni non plus. Non, il n'y a pas eu de déni. Parce que justement, moi, quand j'ai fait cette démarche-là, quand on l'a fait et tout avec mon mari, c'était dans le but de comprendre. Donc, je me dis, à partir du moment où on nous donne un diagnostic, si on le refuse, ça veut dire qu'on ne veut pas comprendre. Et moi, je voulais comprendre. On voulait tous les deux comprendre. Pour pouvoir justement avancer au mieux avec ce qui peut nous être proposé. Ton diagnostic donc fait passer les problèmes
la différence, pardon, des problèmes à OK. Ouais. C'est ça en fait. Oui. Et après, tu comprends beaucoup mieux, tu as Ouais. une beaucoup plus grande tolérance par rapport à ça. Et tu arrives à ménager ce qu'il faut tout le temps pour Ouais. que ça aille le mieux possible. Exactement, parce que du coup, on a l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qui avant étaient fermées, bloquées, on ne voit pas. Et là, à partir du moment où on a le diagnostic, on se dit, ok, d'accord, alors je vais faire... on se renseigne, hein. Moi, je me suis renseignée et tout après de comment faire certaines choses. Enfin, voilà, j'aime beaucoup apprendre, donc j'ai appris aussi sur ce sujet-là qui était du coup le mien. Et du coup, ça m'a permis de me libérer d'un poids et d'avancer. Que ce soit pour les filles ou pour moi, en fait, et pour notre famille. Ouais. Alors, la prochaine, je ne sais pas trop s'il y a un lien direct avec l'autisme ou pas. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr, mais je vais quand même la poser. Est-ce que, avec ton job d'AFRIS, donc tu es mené à bouger quand même relativement souvent? Oui. Tu as une famille? Comment est-ce que tu arrives à gérer travail et vie de famille et vie perso? Comme ton point d'accroche aussi, c'est ta famille. Ouais. Comment est-ce que tu gères ça? Le plus souvent, quand c'est possible, j'amène ma famille avec moi. Ok, la question, c'est bon. Et voilà. D'accord. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, elles grandissent et tout. Enfin, après, elles font l'école à la maison. On leur fait l'école à la maison. Donc, forcément, on peut leur faire l'école à la maison où on veut. Donc, moi, si je pars en Bretagne, si je pars dans le sud ou autre, elles peuvent venir. Je peux toujours faire l'école avec elles. Elles manquent pas à l'école. Donc, ça va. Après, quand c'est sur une courte période, je fais ça. Quand c'est sur une longue période, là, je demande à papy, mamie s'ils peuvent nous aider ou voilà. Mais ouais, c'est toute une organisation en fait. Faut prévoir ça longtemps à l'avance parce que il faut que je répète aussi aux filles tous les jours. Voilà, telle date, je serai pas là, je vais faire ça, je vais vous appeler à telle heure, machin. Voilà, c'est une organisation. On peut pas partir comme ça sur un coup de tête. C'est pas possible. D'accord, c'est juste une plus grande organisation ou bien une très importante organisation. Ouais, voilà. Faut vraiment se dans le détail parce qu'il suffit qu'il y ait un tout petit truc qui change et ça va partir. Et en fait, ça fait effet domino. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va partir et puis elle va entraîner l'autre et voilà. Donc, c'est une organisation. C'est fatigant, mais ça, c'est possible. Et ton mari, il travaille aussi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est agent de stérilisation dans un hôpital. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu pars quelque part, tu prends tes filles en fait avec, et puis ton mari, il reste à travailler ici. Voilà, c'est ça. Okay. Ou alors, il y a papy, mamie qui nous aident. C'est ça. Voilà, et ça, c'est cool. Ouais. Merci, papy, mamie. Voilà, exactement. Trop bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour tous tes partages. Je pense que c'était super intéressant. J'ai vraiment aimé cette interview. Cool, moi aussi. Comment tu te sens après avoir parlé dans 1% et puis au-delà de ça, comment tu te sens d'avoir parlé de ton parcours en fait je me sens moins stressée déjà et j'espère vraiment que ça va ouvrir les yeux de certaines personnes à arrêter de véhiculer des clichés. C'est ça que j'aime bien dans 1%, c'est de faire voir cette part invisible d'une communauté qui déjà est invisible de base, qui a du mal à se faire voir, à se faire comprendre. Et même avec des professionnels de santé qui ne sont pas spécialisés dans l'autisme, même eux, ils comprennent pas. Ils sont encore dans les clichés. Et du coup, de pouvoir montrer une autre facette du TSA, je trouve ça génial. Trop bien. Je trouve ça super, ouais. Donc, quel est ton... Je te remercie beaucoup. Merci. Ça régale. Qu'est-ce que tu as avec les gens à votre scène de ton interview? Alors, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent que la différence de chaque personne, ça crée une force. C'est pas une faiblesse. C'est pas parce qu'on a un TSA qu'on n'interagit pas avec les gens comme tout le monde que on est moins intéressant, on est moins compétent, non. On a notre monde qui est différent, mais qui est riche. Et en fait, j'aimerais que les gens puissent comprendre que toute cette richesse que les personnes avec un TSA ont, elle peut être partagée. Et voilà.
il faut arrêter avec les clichés. Avant de terminer cette interview, je vais te poser une dernière question. Ouais. Je l'ai encore jamais posée, mais je me suis toujours posé pour moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu as l'impression, en étant autiste, qu'on est souvent, je parle de faire une généralité, est-ce que tu te sens comme ce que j'appelle une étrangère parfaite? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, tu seras toujours étrangère de l'île dans laquelle tu es. Ouais. Parce que tu parles pas la langue. C'est ça, exactement. Est-ce que tu te sens un peu comme ça? Oui. Ouais. Et en fait, j'aimerais tellement ne plus pouvoir me sentir comme ça. Mais ça passe par le regard des autres, en fait, par l'acceptation des autres et le fait qu'on arrête soit de véhiculer des clichés sur l'autisme, soit qu'on arrête de dire oui, bah, c'est facile, tout le monde est autiste maintenant, enfin on n'entend que ça, machin. Enfin, moi aussi je le suis. J'en ai entendu des choses comme ça quand j'en parlais. Quand on me demande c'est quoi ton autisme, j'ai du mal déjà à l'expliquer. Et quand je donne des petits exemples, ah bah moi aussi, alors peut-être que je le suis aussi. Non. Non, j'ai vraiment l'impression, parfois d'être une étrangère. Et en fait, je suis souvent dans ma bulle, en fait. Et ouais, ce serait pas mal de pouvoir ouvrir ses frontières, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui permettrait de faire ça, d'après toi? Bah, la tolérance, arrêter de juger les gens, en fait, sur qui ils pensent être. Donc, c'est l'éducation. C'est ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Ouais. Très bien. Mais ça passe justement par des médias comme le tien. C'est le but. Le but. Nous, ce qu'on vise, ce qu'on essaie de faire, je peux pas faire cette petite ligne en plus, hein, mais ce qu'on essaie de faire, les paris sur lesquels on a misé, c'est d'y aller le plus soft possible. Dans le sens où si tu dis aux gens, c'est pas bien de penser comme ça, il faut penser comme ça. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Si tu leur parles dans leur langue, typiquement dans un podcast, c'est là que tu arrives à choper les gens et leur intérêt. Et c'est pour ça que si elle a fait ça de cette manière-là. Et ouais, je suis d'accord avec ton point là. Je vais pas faire ma pute. mais voilà, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est l'éducation qui est le plus important. Je te remercie beaucoup Merci à toi. pour ton Merci. temps. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur tous les réseaux. Donc, on est sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Spotify et autres plateformes de podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire coucou sur les différents réseaux. On est quelques personnes, c'est plutôt chouette, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter si jamais vous avez des remarques, que ce soit partager votre expérience de vie, que ce soit réagir à ce que Justine a dit durant l'interview, ou bien aussi donner des recommandations sur les interviews aussi. Je suis toujours ouvert aux améliorations en fait, vis-à-vis des questions que je peux poser. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et on se voit tout bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir.